Le rejet du millionnaire semblait avoir anéanti cette femme, mais un inconnu lui touche la main et dit « Tu es ma princesse ». Son monde se fige, et quelque chose s'éveille en elle. Deux destins, un seul cœur, et une vérité que personne n'imagine. Avant de poursuivre, racontez-nous en commentaire quel moment vous a le plus touché. Votre présence ici est précieuse. Et abonnez-vous, car le dénouement de cette histoire apporte un tournant si profond qu'un feuilleton télévisé en deviendrait insignifiant. Laetitia se réveilla avant que le réveil ne sonne, comme elle le faisait toujours. La chambre était petite, exiguë, avec une fenêtre étroite qui laissait à peine entrer le soleil du matin. Le rideau déchiré oscillait avec le vent qui venait de la rue, apportant avec lui l'odeur du pain chaud de la boulangerie du coin et le bruit des bus qui circulaient déjà sur l'avenue animée de Paris. Elle se leva lentement, essayant de ne pas faire de bruit, et se dirigea vers l'autre pièce, où sa mère dormait encore. Madame Amélie respirait difficilement, sa poitrine montant et descendant à un rythme irrégulier qui serrait toujours le cœur de Laetitia. Elle ajusta la couverture sur le corps fragile de sa mère et sortit en silence, refermant la porte avec précaution. La routine de Laetitia était mécanique, presque automatique. Préparer le café, séparer les médicaments de sa mère, tout organisé avant de partir travailler. Ce matin-là, comme tous les autres, elle fit tout avec la même dévotion silencieuse qui la définissait. Laetitia n'était jamais du genre à se plaindre, jamais du genre à poser des questions. Dès son plus jeune âge, elle avait appris que la vie était ainsi. On se lève, on travaille, on s'occupe de ceux qui en ont besoin et on va dormir. Le lendemain, tout se répète. Il n'y avait pas de place pour les grands rêves, pour les projets lointains. Il n'y avait que le présent, l'immédiat, le nécessaire. L'hôpital public où Laetitia travaillait comme agente d'entretien se trouvait à 40 minutes de bus de sa maison. Elle prenait toujours le même bus à la même heure, s'asseyait toujours à la même place, observait toujours les mêmes personnes. Elle connaissait les visages fatigués des travailleurs qui rentraient du quart de nuit, les mères qui emmenaient leurs enfants à l'école, les personnes âgées qui allaient à leurs rendez-vous médicaux. Tous semblaient porter un poids invisible, une lutte silencieuse que seule connaissait. Laetitia s'identifiait à ces regards. Elle portait aussi son propre poids. Le travail à l'hôpital était épuisant. Laetitia nettoyait des couloirs interminables, des salles de bain sales, des salles d'attente bondées. Elle frottait le sol jusqu'à ce qu'il brille, même en sachant qu'en quelques heures, il serait de nouveau sale. Elle organisait le matériel, ramassait les ordures, aidait les infirmières quand elles avaient besoin d'aide pour des tâches simples. Jamais elle ne se plaignait, jamais elle ne demandait rien. Elle était invisible pour la plupart des gens qui la croisaient. Juste une employée de plus avec un uniforme bleu, les cheveux attachés, le visage fatigué. Mais Laetitia ne s'en souciait pas. Le salaire, bien que modeste, était suffisant pour payer le loyer, acheter de la nourriture et assurer les médicaments de sa mère. C'était ce qui importait. Madame Amélie ne travaillait plus depuis des années. Son problème cardiaque s'était aggravé avec le temps et les médecins avaient été clairs. Elle avait besoin de repos, de soins constants, de médicaments coûteux. Laetitia avait tout assumé seule. Elle n'avait pas de frères et sœurs, pas de père. Jamais eu. Madame. Amélie avait toujours été veuve depuis que Laetitia était toute petite. Son mari était parti quand Laetitia n'était qu'un bébé, et sa mère n'avait jamais beaucoup parlé de lui. Il y avait une vieille photo rangée dans un tiroir, un homme au sourire timide à côté d'une jeune Amélie radieuse. Mais c'était tout. Un souvenir lointain, presque irréel. Cet après-midi-là, Laetitia était en train de finir de nettoyer le couloir du 3e étage lorsque la superviseure l'appela. La femme avait une expression sérieuse, presque gênée. Laetitia sentit une oppression dans la poitrine avant même d'entendre les mots. Coupe budgétaire, réduction, d'équipe, employés licenciés. Laetitia écouta tout en silence, avec la même posture sereine que d'habitude, mais à l'intérieur, quelque chose s'effondrait. La superviseure s'excusa, dit que Laetitia était une excellente employée, mais qu'il n'y avait pas le choix. Le gouvernement avait coupé les fonds. L'hôpital luttait pour se maintenir, et des mesures drastiques devaient être prises. Laetitia hocha simplement la tête, remercia pour les années de travail, et partit. Le chemin du retour fut un brouillard. Laetitia regardait par la fenêtre du bus sans vraiment rien voir. Les rues, les immeubles, les gens, tout semblait lointain, irréel. La sensation de
Tomber dans un trou sans fond l'envahissait. Comment allait-elle payer le loyer? Comment allait-elle acheter les médicaments de sa mère? Comment allait-elle mettre de la nourriture sur la table? Les questions se multipliaient dans sa tête, chacune plus angoissante que l'autre. Laetitia n'était pas du genre à pleurer, mais à ce moment-là, assise dans ce bus bondé, elle sentit ses yeux picoter. Quand elle rentra à la maison, Madame Amélie remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les mères savent toujours. Laetitia essaya de dissimuler, essaya de sourire, mais sa mère ne se laissa pas tromper. Elles s'assirent à la table de la petite cuisine, et Laetitia raconta tout. Madame Amélie tint fermement la main de sa fille, même avec ses doigts tremblants et faibles. Elle dit qu'elles allaient trouver une solution, qu'elles en avaient toujours trouvé une. Mais Laetitia voyait la peur dans les yeux de sa mère, la même angoisse qu'elle ressentait elle-même. Les jours qui suivirent furent un tourment. Laetitia se levait tôt, même sans avoir où aller, et partait à la recherche d'un emploi. Elle frappait de porte en porte, laissait des CV, remplissait des formulaires, mais les réponses étaient toujours les mêmes. Pas de poste vacant. Notre équipe est complète. Nous garderons votre CV et vous contacterons si quelque chose se présente. Des promesses vides qu'elle entendait tous les jours. L'argent de ses indemnités de licenciement n'allait pas durer longtemps. Les factures commencèrent à s'accumuler. Le loyer était en retard. La propriétaire avait déjà frappé à la porte 2 fois pour le réclamer. Les médicaments de sa mère s'épuisaient, et Laetitia savait qu'elle n'aurait pas d'argent pour en acheter d'autres. C'est lors d'une de ces matinées désespérées que Laetitia acheta un vieux journal dominical à un kiosque près de la place. Elle s'assit sur un banc sous un arbre et commença à feuilleter les petites annonces d'emploi. Agente d'entretien, femme de ménage, réceptionniste, caissière. Tous les postes exigèrent de l'expérience, des références, une disponibilité horaire. Laetitia notait les numéros de téléphone dans un carnet usé, même en sachant que la plupart devaient déjà être pourvus. Elle était sur le point d'abandonner lorsqu'une annonce attira son attention. Le texte était étrange, différent de tous les autres. Recherche personne discrète et responsable pour accompagnement nocturne. Aucune tâche ménagère conventionnelle n'est exigée. Exigence, silence, respect et capacité de cohabitation tranquille. Salaire compatible avec le marché des cadres. Contact pour entretien uniquement par téléphone. Laetitia lut l'annonce 3 fois. Accompagnement nocturne, qu'est-ce que cela signifiait? Son esprit se dirigea immédiatement vers des lieux sombres, vers des possibilités qui la firent rougir. Mais le ton de l'annonce était formel, presque corporatif. Cela ne semblait pas être illicite, ou peut-être que si. Peut-être était-ce précisément pour cela qu'il payait si bien. Laetitia rangea le journal et resta assise là à réfléchir. Ce serait de la folie d'appeler ce numéro. Ce serait imprudent, risqué. Mais le désespoir a une façon de brouiller le jugement, de faire en sorte que des options impossibles semblent raisonnables. Cette nuit-là, après avoir couché Madame Amélie et s'être assurée qu'elle était confortable, Laetitia prit le vieux téléphone du salon et composa le numéro. Chaque sonnerie semblait résonner dans le silence de l'appartement. Elle était sur le point de raccrocher lorsqu'une voix masculine répondit. Polie, formelle, presque mécanique. La voix demanda si elle appelait au sujet de l'annonce. Laetitia confirma. Il y eut une pause. Puis, la voix expliqua qu'il s'agissait d'une position inhabituelle, qui exigeait une discrétion absolue et que l'entretien serait en personne, à la résidence de l'employeur. Laetitia hésita. La voix le remarqua. Elle assura que tout serait fait de manière professionnelle, qu'il y avait des gardes de sécurité sur la propriété, qu'elle pouvait amener un accompagnateur si elle le souhaitait. Laetitia n'avait personne à amener, mais la mention des gardes la rassura un peu. Ils prirent rendez-vous pour le lendemain, en fin d'après-midi. L'adresse se trouvait dans un quartier chic de Neuilly-sur-Seine, loin du centre chaotique où Laetitia avait toujours vécu. Elle prit 2 bus et dut encore marcher pendant près de 20 minutes avant d'arriver sur les lieux. Le portail était imposant, en fer forgé, avec des caméras de sécurité pointées de tous les côtés. Laetitia appuya sur la sonnette et attendit. Une voix sortit de l'interphone demandant son nom. Elle répondit et le portail s'ouvrit lentement, révélant un jardin impeccable et un hôtel particulier qui semblait sorti d'un magazine de décoration. Laetitia se sentit déplacée, petite, inadéquate. Ses vêtements simples,
ses sandales usées, tout semblait crier qu'elle n'appartenait pas à cet endroit. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume sombre, la reçut à l'entrée. C'était le même qui avait répondu au téléphone. Il se présenta comme Henri, l'assistant personnel de l'employeur. Il conduisit Laetitia le long, de vastes couloirs, décorés d'œuvres d'art qu'elle ne reconnaissait pas, de meubles qui semblaient être de précieuses antiquités, de lustres en cristal qui reflétaient la lumière de manière presque magique. Tout était silencieux, froid, impersonnel. Cela ne ressemblait pas à une maison, cela ressemblait à un musée. Henri la conduisit jusqu'à un salon et lui demanda d'attendre. Laetitia s'assit au bord d'un fauteuil en velours, les mains sur les genoux, essayant de contrôler sa respiration. Elle était nerveuse, confuse, effrayée. Que faisait-elle là? Quel était exactement ce travail? Pourquoi quelqu'un paierait-il autant juste pour un accompagnement nocturne? Les questions la tourmentaient, mais avant qu'elle ne puisse trouver de réponse, la porte s'ouvrit. Il entra lentement, comme s'il était incertain de ses propres pas. Il était jeune, peut-être une trentaine d'années, avec des cheveux foncés un peu ébouriffés et des yeux creux qui semblaient apporter une ancienne fatigue. Il portait des vêtements chers, mais qui pendaient légèrement sur son corps maigre, comme s'il avait perdu du poids récemment. Il y avait quelque chose en lui qui était à la fois impressionnant et troublant, richesse et vulnérabilité, mélangées d'une étrange manière. Gabriel s'assit dans le fauteuil en face de... Laetitia l'observa en silence pendant quelques secondes. Ce n'était pas un regard invasif ou irrespectueux. C'était le regard de quelqu'un qui évalue, qui essaie de comprendre, qui cherche quelque chose qu'il ne savait même pas définir. Laetitia soutint le regard, même avec son cœur battant fort dans sa poitrine. Il y avait une intensité dans ses yeux qui la mettait mal à l'aise, mais aussi curieuse. Gabriel parla enfin. Sa voix était basse, contrôlée, presque un murmure. Il la remercia d'être venue et expliqua qu'il comprenait à quel point tout cela devait paraître étrange. Il dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle accepte la proposition sans comprendre complètement de quoi il s'agissait. Et puis, avec une franchise qui l'a surpris, il raconta tout. Depuis son enfance, Gabriel souffrait d'une insomnie sévère. Ce n'était pas seulement une difficulté à dormir. C'était une incapacité presque absolue à se détendre, à éteindre son esprit, à sombrer dans le sommeil. Il passait des nuits entières éveillé, regardant le plafond, sentant son corps peser mais son esprit restait alerte. Il avait consulté les meilleurs médecins, les meilleurs psychiatres, les meilleurs thérapeutes. Il avait essayé des médicaments, des techniques de méditation, l'hypnose, l'acupuncture. Rien ne fonctionnait. L'insomnie faisait partie de lui, collée à son âme comme une ombre qui ne se dissipait jamais. Et il y avait autre chose. Quelque chose qu'il avait du mal à admettre. Il n'avait jamais pu dormir à côté de quelqu'un d'autre. Petites amies, partenaires, toute tentative d'intimité nocturne entraînait des crises d'anxiété et de panique, une sensation d'être étouffé. C'était comme si la présence de quelqu'un d'aussi proche le rendait encore plus alerte, encore plus incapable de se rendre au sommeil. Les relations ne duraient jamais. Personne ne comprenait. Personne n'avait de patience. Gabriel arrêta de parler et regarda, Laetitia attendant une réaction. Elle ne dit rien. Elle continua simplement d'écouter. Il continua. Il dit qu'après des années à essayer de résoudre le problème seul, il avait décidé d'essayer quelque chose de différent. Quelque chose qui semblait absurde, même pour lui. Engager quelqu'un, non pas pour parler, non pas pour tenir compagnie activement, non pas pour essayer de résoudre le problème, juste pour être là, pour partager l'espace, pour exister à ses côtés, en silence, sans attente, sans pression. C'était un pari désespéré. Il ne savait pas si cela fonctionnerait, mais c'était la dernière chose qu'il n'avait pas essayé. Laetitia traita tout en silence. Il y avait quelque chose de profondément triste chez cet homme, quelque chose qui allait au-delà de la richesse, au-delà du manoir, au-delà de tout ce qu'il possédait. C'était une solitude viscérale, du genre qui ne se résout pas avec de l'argent. Elle connaissait cette solitude, pas de la même manière, mais elle la connaissait. Elle connaissait le vide de se réveiller tous les jours en sachant que personne ne la voyait vraiment. Personne ne la connaissait vraiment. Gabriel expliqua les termes. Le travail consistait à dormir de l'autre côté de son lit, toutes les
Nuit, de 22 heures à 6 heures du matin. Il n'était pas nécessaire de parler, pas nécessaire d'interagir. Juste être présente. Il lui offrirait une chambre séparée pour qu'elle puisse avoir son intimité pendant la journée, avec sa propre salle de bain, tout confort. Elle aurait des jours de congé, la liberté de sortir quand elle ne travaillait pas, et un salaire généreux, payé d'avance. Il précisa qu'il comprendrait si elle refusait. C'était une demande étrange, il le savait. Mais il était prêt à essayer. Laetitia resta silencieuse un long moment. Elle pensa à sa mère, aux médicaments qui s'épuisaient, au loyer en retard, aux factures qui s'accumulaient. Elle pensa aux nuits blanches qu'elle passait elle-même, inquiète, angoissée, ne sachant pas comment elle allait survivre au mois suivant. Et elle pensa à cet homme devant elle, avec toute la richesse du monde et aucune paix. Il y avait quelque chose de profondément humain dans cette situation, quelque chose qui la toucha d'une manière inattendue. Elle accepta. Gabriel parut surpris, presque soulagé. Henri fut appelé pour préparer les contrats. Laetitia signerait un accord de confidentialité, un contrat de travail formel, tout en toute légalité. Elle aurait une période d'essai de 2 semaines. Si elle ne s'adaptait pas, elle pourrait partir sans problème. S'il s'apercevait que cela ne fonctionnait pas, il pourrait mettre fin à l'accord. Tout était très clair, très direct. Cette même nuit, Laetitia emménagea dans l'hôtel particulier. Henri l'aida à chercher ses affaires dans l'appartement. Madame Amélie était confuse, inquiète, mais Laetitia expliqua que c'était un travail d'accompagnement pour un homme d'affaires qui voyageait beaucoup et avait besoin de quelqu'un de confiance. Ce n'était pas un mensonge complet, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Amélie ne parut pas convaincue, mais elle ne posa pas de questions. Elle faisait confiance à sa fille. La chambre qui lui fut attribuée était plus grande que le salon et la cuisine de l'appartement où elle vivait. Elle avait un lit immense, un dressing, une télévision, une salle de bain avec baignoire. Tout était impeccable, tout était neuf. Laetitia s'assit sur le lit et regarda autour d'elle, toujours sans croire complètement à ce qui se passait. Quelques heures auparavant, elle était désespérée, sans perspective. Maintenant, elle était dans un hôtel particulier sur le point de commencer le travail le plus étrange dont elle ait jamais entendu parler. À 22 heures, Henri frappa à la porte et la conduisit à la chambre de Gabriel. L'ambiance était étonnamment simple pour quelqu'un d'aussi riche, un lit king size, des tables de chevet en bois foncé, des rideaux épais, peu de décoration. Il y avait une tension dans l'air, un silence pesant. Gabriel était déjà là, assis au bord du lit, avec l'expression de quelqu'un qui est sur le point d'affronter quelque chose d'effrayant. Laetitia entra et referma la porte derrière elle. Gabriel indiqua le côté gauche du lit. Elle s'approcha lentement, enleva ses chaussures et s'allongea sur les couvertures, dos à lui, regardant le mur. Elle pouvait entendre sa respiration irrégulière, tendue. Elle pouvait sentir sa présence même sans le toucher. Le silence était presque palpable. Les minutes s'étirèrent. Laetitia garda les yeux ouverts, immobile, respirant lentement. Gabriel ne s'allongeait pas. Elle pouvait l'entendre changer de position, soupirer, clairement mal à l'aise. Après presque 1 heure, il s'allongea enfin, mais il restait rigide, tendu, éveillé. Laetitia ferma les yeux et essaya de se détendre, mais c'était impossible. Tout cela était trop étrange, trop irréel. La nuit fut longue, très longue. Gabriel ne dormit pas. Laetitia dormit peu, se réveillant à chaque bruit, à chaque mouvement de sa part. Au petit matin, elle l'entendit se lever et quitter la chambre. Elle resta seule là, regardant le plafond sombre, se demandant ce qu'elle avait fait. Quand le jour se leva, Laetitia retourna dans sa propre chambre et s'effondra. Elle était épuisée, confuse, pleine de regrets. Peut-être que cela ne fonctionnerait pas. Peut-être valait-il mieux abandonner tant qu'il était encore temps. Mais ensuite, elle pensa à sa mère, aux factures, au désespoir qui l'avait menée là. Elle ne pouvait pas abandonner si vite. Elle devait essayer. Les nuits suivantes furent tout aussi difficiles. Gabriel ne parvenait clairement pas à se détendre. Il se tordait, parlait en dormant, avait des spasmes. Laetitia observait tout en silence, sans interférer, se contentant d'être là, comme convenu. Elle ne le traitait pas avec pitié, ne le traitait pas avec révérence. Elle le traitait avec un respect discret, comme elle traitait n'importe qui. Ce fut la 5e nuit que quelque chose changea.
Gabrielle était particulièrement agitée, se tournant et se retournant dans le lit, murmurant des mots incohérents. Laetitia, fatiguée de faire semblant de dormir, se tourna sur le côté et resta simplement là, le regardant dans la pénombre. Elle ne dit rien, ne fit rien. Elle regarda juste, et d'une certaine manière cela sembla l'apaiser. Sa respiration commença à ralentir, ses mouvements diminuèrent. Et puis, pour la première fois depuis son arrivée, Gabrielle s'assoupit. Ce ne furent que quelques minutes, mais elles étaient réelles. Il dormit. Quand il se réveilla en sursaut peu après, Laetitia était déjà revenue à sa position initiale, dos à lui. Mais quelque chose avait changé. Gabrielle le sentit. Elle le sentit. Il y avait là une possibilité, petite, fragile, mais réelle. Peut-être que cela pourrait fonctionner. Peut-être qu'il pourrait, enfin, trouver un peu de repos. Et Laetitia, sans comprendre complètement ce qui se passait, décida de continuer. Au moins encore un peu. Au moins jusqu'à voir où cela mènerait. Les semaines passèrent avec une routine que Laetitia n'aurait jamais imaginé avoir. Elle se levait tard, vers 9 heures du matin, après les 8 heures passées dans la chambre de Gabrielle. Elle prenait son petit déjeuner seule, dans l'immense cuisine, servie par une employée nommée Constance, une dame d'une 60aine d'années, qui travaillait dans l'hôtel particulier depuis des décennies. Constance était sympathique mais réservée. Elle traitait Laetitia avec éducation, mais il y avait une certaine distance, comme si elle ne savait pas exactement quel était le rôle de cette jeune femme dans la maison de son patron. Laetitia passait ses journées à explorer la propriété, à lire des livres qu'elle trouvait dans la bibliothèque ou simplement assise dans le jardin, observant le mouvement silencieux de ce monde si différent du sien. Parfois, elle appelait sa mère, qui lui demandait toujours comment allait son travail, si elle mangeait bien, si elle était bien traitée. Laetitia mentait en disant que tout allait bien, que son patron était poli et respectueux, que les conditions étaient la bonne. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Comment expliquer à Madame Amélie qu'elle passait ses nuits allongée à côté d'un étranger, juste pour qu'il essaie de dormir? Gabriel, quant à lui, gardait ses distances pendant la journée. Laetitia le voyait peu. Il passait des heures dans son bureau répondant à des appels, participant à des réunions vidéo, s'occupant des affaires qu'il avait héritées de ses parents. Quand ils se croisaient dans les couloirs, il se contentait de hocher la tête, poli mais distant. C'était comme s'il existait deux réalités distinctes dans cette maison. Le jour, où chacun vivait dans son propre monde, et la nuit, où ils étaient condamnés à partager l'espace le plus intime qui soit. Les nuits restaient difficiles, mais Gabriel changeait. Laetitia le percevait. Il ne dormait toujours pas correctement, mais les moments de somnolence devenaient plus fréquents. Parfois, il parvenait à plonger dans un sommeil léger pendant une demi-heure, 1 heure. Il se réveillait en sursaut, en sueur, le cœur battant la chamade, mais au moins, il avait dormi. C'était un progrès. Petit mais réel. Laetitia commença à percevoir des schémas. Gabriel faisait des cauchemars récurrents. Il criait toujours le même nom, se tordait toujours de la même manière, se réveillait toujours avec la même expression de terreur. Elle ne posait aucune question. Ce n'était pas son rôle. Mais elle observait. Et elle gardait tout en mémoire, essayant de comprendre cet homme qui semblait si perdu dans son propre esprit. Ce fut une de ces nuits, alors que Gabriel était particulièrement agité, que Laetitia rompit le silence pour la première fois. Il venait de se réveiller d'un violent cauchemar, respirant difficilement, les mains agrippant les draps. Laetitia, qui était éveillée, se tourna vers lui et, d'une voix basse et calme, lui demanda s'il voulait un verre d'eau. Gabriel la regarda comme s'il avait oublié qu'elle était là. Il hocha la tête, essayant toujours de reprendre son souffle. Laetitia se leva, alla à la salle de bain et revint avec un verre plein. Gabriel but lentement, les mains tremblant encore légèrement. Elle s'assit au bord du lit, attendant. Il parla enfin. Il la remercia. Il dit que les cauchemars étaient toujours les mêmes, toujours à propos d'être seule dans l'obscurité, appelant quelqu'un qui ne venait jamais. Laetitia se contenta d'écouter. Elle n'offrit pas de conseils, n'essaya pas de minimiser sa souffrance. Elle resta simplement là, présente, réelle. Gabriel se recoucha et Laetitia fit de même. Mais quelque chose avait changé. Il y avait une connexion maintenant, subtile mais indéniable. Ils n'étaient plus seulement deux étrangers partageant un espace.
Il y avait une reconnaissance mutuelle d'humanité, de fragilité. Cette nuit-là, Gabriel dormit 3 heures d'affilée. C'était la première fois depuis des années qu'il y parvenait. Quand il se réveilla, le soleil commençait déjà à éclaircir le ciel à travers les rideaux. Laetitia était éveillée, regardant le plafond, mais elle remarqua immédiatement quand il ouvrit les yeux. Gabriel resta allongé là, traitant ce qui s'était passé. 3 heures. 3 heures de sommeil ininterrompu. Cela semblait impossible. Il tourna la tête sur le côté et rencontra le regard de Laetitia. Pour la première fois, il sourit. Ce fut un petit sourire, presque imperceptible, mais il était là. Laetitia lui rendit le sourire, tout aussi discrète. Ils ne dirent rien. Ils n'en avaient pas besoin. Tous deux savaient que quelque chose d'important s'était produit. Les jours suivants apportèrent un changement progressif dans leur dynamique. Gabriel commença à apparaître davantage pendant la journée. Non pas de manière invasive, mais il était présent. Parfois, Laetitia le trouvait dans la bibliothèque, feuilletant des livres. D'autres fois, il était dans le jardin, se promenant sans but apparent. Ils échangeaient quelques mots, des conversations brèves sur des choses triviales. Le temps, les livres, la nourriture. Rien de profond, mais c'était un début. Constance remarqua le changement et en parla à Laetitia un matin en servant le café. Elle dit qu'elle n'avait jamais vu M. Gabriel aussi tranquille, qu'il avait toujours été très fermé, très renfermé, mais que dernièrement il semblait différent. Laetitia ne sut quoi répondre. Elle se contenta de sourire et de remercier pour le compliment, si c'en était un. Ce fut Henri qui apporta la nouvelle que la période d'essai était terminée et que Gabriel souhaitait que Laetitia continue. Il augmenterait le salaire, améliorerait les conditions, ferait tout le nécessaire pour qu'elle reste. Laetitia n'hésita pas. Elle accepta. Non seulement pour l'argent, bien que cela restât important, mais parce qu'il y avait quelque chose dans cette situation qui l'intriguait, qui la mettait au défi d'une manière qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Madame Amélie allait mieux, les médicaments étaient achetés à temps, l'alimentation s'était améliorée, et même une infirmière avait été embauchée pour l'accompagner quelques heures par jour. Laetitia rendait visite à sa mère les week-ends, lui apportant des cadeaux, lui racontant des histoires édulcorées sur son travail. Amélie semblait heureuse, plus forte, plus pleine d'espoir, et cela suffisait à Laetitia. Un soir, Gabriel fit une demande différente. Il demanda à Laetitia si cela la dérangerait de lui lire avant de dormir. Il dit qu'il avait lu quelque part que la voix humaine aidait à se détendre, qu'elle créait un sentiment de sécurité. Laetitia accepta. Il prit un livre de la bibliothèque de la chambre, un vieux roman d'un auteur français qu'elle ne connaissait pas. Elle commença à lire à voix haute, lentement, avec l'intonation naturelle de quelqu'un qui n'est pas habitué à lire devant un public. Gabriel ferma les yeux et se contenta d'écouter. La voix de Laetitia était douce, sans affectation, honnête. Elle lisait comme si elle racontait une histoire à un enfant, sans hâte, savourant chaque mot. Il sentit son corps se détendre d'une manière qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Son esprit, toujours agité, commença à ralentir. Et quand Laetitia termina le chapitre et ferma le livre, Gabriel dormait déjà. Elle l'observa un instant, voyant l'expression tranquille sur son visage. C'était étrange de penser que cet homme, avec toute sa richesse et tout son pouvoir, dépendait d'elle pour quelque chose d'aussi basique qu'une nuit de sommeil. Il y avait là une inversion des rôles qui la fascinait. Elle, qui avait toujours été invisible, qui avait toujours été en marge, était maintenant essentielle pour quelqu'un. C'était une sensation étrange mais pas désagréable. Les lectures nocturnes devinrent une routine. Chaque soir, avant de dormir, Laetitia lisait à Gabriel. Parfois c'étaient des romans, d'autres fois des contes, des poèmes, même des articles de magazines. Le contenu n'importait pas beaucoup. C'était la voix, la présence, la ritualisation de ce moment qui faisait la différence. Et Gabriel dormait de mieux en mieux. Ce n'étaient pas des nuits parfaites. Il y avait encore des cauchemars, encore des moments d'agitation, mais ils étaient de moins en moins fréquents. Ce fut au cours d'une de ces nuits, alors qu'elle attendait que Gabriel s'installe pour commencer la lecture, que Laetitia remarqua quelque chose sur sa table de chevet. Un vieux carnet, à la couverture en cuir usé, à moitié caché sous d'autres papiers. La curiosité fut la plus forte.
Quand Gabriel sortit de la chambre pour aller aux toilettes, Laetitia prit le carnet et l'ouvrit à la première page. C'était un journal intime. Les dates étaient anciennes, de plus de 20 ans. L'écriture était enfantine, irrégulière, avec des fautes d'orthographe et des phrases décousues. Elle n'aurait pas dû lire ça. Elle le savait. Mais elle n'arrivait pas à s'arrêter. Elle feuilleta rapidement les pages, lisant des extraits aléatoires. Gabriel enfant écrivait sur l'école, sur ses parents, sur l'ennui de vivre dans une grande maison vide. Et puis, sur l'une des pages, un nom attira son attention. Ma copine de la cuisine, la fille qui joue avec moi quand maman ne regarde pas. Elle est gentille. Elle rit beaucoup. Laetitia sentit son cœur s'accélérer. Elle tourna quelques pages de plus. Il y avait des dessins, des gribouillis de 2 figures, une plus grande et une plus petite, se tenant la main. En dessous, écrit avec des lettres tordues, Gabriel est la fille de la cuisine. Elle continua à lire. Aujourd'hui, la fille a apporté des biscuits que sa mère a faits. Ils étaient bons. Elle a dit qu'un jour, elle m'apprendrait à en faire aussi. J'aurais voulu qu'elle reste ici pour toujours. Gabriel revint de la salle de bain et Laetitia referma rapidement le journal, qu'intime et le remit à sa place. Il ne remarqua rien. Il s'allongea et attendit qu'elle commence la lecture. Mais Laetitia était distraite, l'esprit en ébullition. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Sa mère avait travaillé comme cuisinière dans un hôtel particulier il y a de nombreuses années. Elle en avait parlé quelquefois d'un garçon riche et solitaire qui aimait rester dans la cuisine, à la regarder travailler. Laetitia avait toujours pensé que ce n'était qu'une histoire, un souvenir lointain. Mais et si c'était réel? Et si ce garçon était Gabriel? Elle essaya de se concentrer sur la lecture, mais les mots sortaient mécaniquement, sans émotion. Gabriel le remarqua. Il lui demanda si elle allait bien. Laetitia dit que oui, juste un peu fatiguée. Il accepta la réponse et s'endormit rapidement. Mais Laetitia resta éveillée toute la nuit, regardant le plafond, essayant d'organiser ses pensées. Le lendemain, elle appela sa mère et, avec précaution, commença à poser des questions. Où Madame Amélie avait-elle travaillé exactement? Dans quel quartier? Comment était l'hôtel particulier? Comment était la famille? Amélie fut surprise par les questions, mais répondit. Elle dit que c'était dans une immense maison, à Neuilly-sur-Seine, que les patrons étaient très riches, propriétaires d'entreprises, qu'ils avaient un fils unique, un garçon calme et un peu triste. Laetitia demanda l'adresse. Amélie ne se souvenait pas exactement, mais elle décrivit la rue, les points de repère. C'était le même hôtel particulier. Il n'y avait aucun doute. Laetitia raccrocha le téléphone et resta là, assise sur le lit de sa chambre, essayant de traiter l'information. Elle avait été là avant. Elle avait joué dans cette cuisine, elle avait connu Gabriel quand ils étaient tous 2 enfants. Comment ne s'en souvenait-elle pas? Comment cela avait-il été effacé? De sa mémoire? Elle essaya de forcer son esprit à retrouver une image, une odeur, un son, mais il n'y avait rien, juste un vide. Elle décida de ne rien dire à Gabriel, pas encore. Elle devait être sûre, devait mieux comprendre ce que cela signifiait. Peut-être que cela ne signifiait rien. Peut-être n'était-ce qu'une étrange coïncidence, mais une voix en elle disait que non. Elle disait que c'était important, qu'il y avait une raison pour qu'elle soit là, dans cette maison, à côté de cet homme. Les nuits continuèrent, maintenant avec un poids différent. Laetitia regardait Gabriel dormir et essayait d'y voir le garçon du journal intime. Elle essayait d'imaginer comment avait été son enfance, solitaire, pleine d'angoisse qu'elle ne pouvait pas entièrement comprendre. Et elle essayait de s'imaginer, enfant, courant dans ses couloirs, riant dans la cuisine à côté de sa mère. L'image ne venait pas, mais la sensation, oui. Une sensation de familiarité qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Gabriel commença à changer d'autre chose. Il acheta de nouveaux oreillers, plus doux, disant qu'il avait lu que cela aidait à la qualité du sommeil. Il installa un système de sonorisation ambiante, diffusant des musiques instrumentales douces pendant la nuit. Il ajusta la température de la chambre pour qu'elle soit toujours agréable. Tout était pensé pour créer l'environnement parfait. Et cela fonctionnait. Il dormait de plus en plus, de mieux en mieux. Un après-midi, Laetitia était dans la bibliothèque quand Gabriel entra. Il semblait hésitant, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment. Elle le regarda, attendant. Il parla enfin.
Il dit qu'il voulait la remercier, qu'elle avait changé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible, que pour la première fois depuis des années, il se sentait humain, capable de fonctionner, de vivre. Laetitia ne sut quoi répondre. Elle dit seulement qu'elle était heureuse de pouvoir aider. Gabriel continua. Il dit qu'il savait que toute cette situation était étrange, que personne ne comprendrait s'il le savait, mais que pour lui, cela avait tout son sens, que Laetitia avait quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir, une présence qui l'apaisait, qui le faisait se sentir en sécurité. Il n'était pas en train de tomber amoureux, ce n'était pas ça, il tint à le préciser. C'était quelque chose de différent, de plus profond, de plus essentiel. C'était comme si elle était la pièce, manquante d'un puzzle qu'il avait essayé de reconstituer toute sa vie. Laetitia écouta tout en silence. Il y avait une intensité dans ses mots qui l'effrayait et l'attirait à la fois. Elle ne savait pas quoi ressentir, quoi penser. Cela devenait plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement un travail. Cela devenait quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'avait pas de nom pour définir. Cette nuit-là, quand ils se couchèrent, il y avait une tension différente dans l'air. Gabriel était silencieux, pensif. Laetitia commença la lecture, mais il l'interrompit. Il lui demanda de lui raconter sa vie, son enfance et sa mère, comment c'était de grandir sans père. Laetitia hésita. Elle n'aimait pas parler d'elle-même, mais il y avait quelque chose dans son regard, une curiosité genuine, qui la fit céder. Elle raconta sa mère veuve, sa vie simple, le fait d'avoir appris très tôt à être responsable, à prendre soin, à subvenir aux besoins. Elle raconta son travail à l'hôpital, les années à nettoyer les couloirs et les salles de bain, l'invisibilité qui l'accompagnait. Gabriel écoutait attentivement, sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment. Puis il dit qu'il la trouvait incroyable, qu'il y avait en elle une force qu'il admirait profondément. Laetitia rougit, ne sachant comment réagir au compliment. Gabriel s'endormit peu après, tranquille, serein. Mais Laetitia resta éveillée, pensant à tout ce qui s'était passé. Une connexion se formait entre eux, quelque chose qui allait au-delà de ce qui avait été convenu, au-delà du professionnel. Et cela l'effrayait, car elle savait que de telles connexions étaient dangereuses. Elles créaient des attentes, des vulnérabilités, des possibilités de douleur. Dans les semaines qui suivirent, la cohabitation entre eux s'intensifia. Gabriel commença à inviter Laetitia à dîner avec lui, à regarder des films dans la salle de cinéma de l'hôtel particulier, à se promener dans le jardin en fin d'après-midi. Henri et Constance observaient tout avec des regards curieux, mais ne disaient rien. Il était évident que quelque chose changeait, mais personne ne savait exactement quoi. Laetitia essayait de garder une distance émotionnelle, mais cela devenait de plus en plus difficile. Gabriel était différent de ce qu'elle avait imaginé. Il n'était pas arrogant, il n'était pas froid. C'était juste un homme profondément blessé, essayant de guérir de traumatismes qu'il portait depuis l'enfance. Et elle, sans comprendre complètement comment, devenait une partie essentielle de ce processus de guérison. Un soir, Gabriel eut une crise plus forte. Il se réveilla en hurlant, en sueur, le corps tremblant violemment. Laetitia essaya de le calmer, parlant d'une voix douce, touchant légèrement son bras, mais il était pris dans le cauchemar, revivant quelque chose de terrible. Elle l'embrassa. Ce fut instinctif, sans réfléchir. Elle le serra simplement contre elle et le retint, murmurant que tout allait bien, qu'il n'était pas seul. Gabriel s'accrocha à elle comme s'il se noyait. Il pleura. Pour la première fois depuis que Laetitia le connaissait, il pleura. Des sanglots profonds, désespérés, de quelqu'un qui avait gardé trop de douleur trop longtemps. Elle le tint simplement, le laissant tout libérer, sans jugement, sans gêne. Quand il se fut enfin calmé, Gabriel s'éloigna, honteux. Il s'excusa. Laetitia dit que ce n'était pas nécessaire, que tout allait bien, qu'il pouvait être humain, vulnérable, réel. Il la regarda avec une gratitude si profonde que Laetitia sentit sa poitrine se serrer. Et à ce moment-là, elle sut. Elle sut que ce n'était plus seulement un travail, qu'elle s'en souciait, elle s'en souciait vraiment. Les jours qui suivirent furent plus légers. Gabriel semblait soulagé, comme si un poids avait été retiré de lui. Il parlait plus, souriait plus, vivait plus. Et Laetitia, malgré toutes les alertes qui hurlaient en elle,
se permit de se détendre aussi. Elle se permit de profiter de cette étrange amitié qui se formait, mais elle ne lui avait toujours pas raconté leur passé, la possibilité qu'ils se soient connus enfants. Elle gardait ce secret comme on garde une bombe, ne sachant quand ni si elle devait la faire exploser, car révéler cela changerait tout. Et elle ne savait pas si elle était prête pour les conséquences. Le printemps arriva à Paris, apportant un changement dans l'air de la ville. Les matins étaient plus clairs, les jardins de l'hôtel particulier fleurissaient de couleurs vives, et même l'humeur de Gabriel semblait refléter ce renouveau. Il dormait mieux que jamais, 6-7 heures d'affilée certaines nuits. C'était un miracle pour quelqu'un qui avait passé des décennies éveillé, pris dans un cycle interminable d'insomnie et d'épuisement. Laetitia observait ces changements avec un mélange de fierté et d'appréhension. Fierté parce que, d'une manière inexplicable, elle aidait. Appréhension parce qu'elle savait que cela ne pouvait pas durer éternellement. Rien ne durait. Et plus le temps passait, plus il devenait difficile d'imaginer sa vie sans cette routine étrange, sans ces moments nocturnes de silence partagé, sans la présence constante de Gabriel. Ce fut Henri qui apporta la nouvelle un jeudi matin. Gabriel avait engagé une nouvelle professionnelle pour suivre son cas, une psychologue spécialisée dans les troubles du sommeil et les traumatismes infantiles. La docteure Marianne Fournier, formée dans les meilleures universités, avec des années d'expérience dans le traitement de cas complexes. Elle viendrait à l'hôtel particulier 3 fois par semaine pour des séances privées et pour suivre les progrès de Gabriel. Laetitia sentit une oppression dans la poitrine en entendant la nouvelle, mais ne dit rien. Il était naturel que Gabriel cherche une aide professionnelle. Elle n'avait jamais été thérapeute, n'avait jamais eu les qualifications pour gérer ses problèmes. Elle était juste une présence, un corps humain partageant l'espace. La psychologue apporterait des connaissances techniques, des méthodes éprouvées, une structure scientifique. C'était la bonne chose à faire. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Henri parla qui laissa Laetitia inquiète. Une hésitation subtile, un regard qui dura une seconde de plus, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait, comme s'il l'avertissait d'un danger imminent. La docteure. Marianne arriva un vendredi après-midi. Laetitia était dans le jardin, lisant un livre à l'ombre d'un arbre fruitier, quand elle entendit le bruit de la voiture entrant par le garage. Par la fenêtre, elle vit une femme élégante sortir du véhicule, portant une mallette en cuir et un tailleur gris impeccable, cheveux attachés en chignon, lunettes discrètes, posture droite, tout en elle criait professionnalisme, compétence, contrôle. Gabriel la reçut personnellement à la porte. Laetitia observa de loin la façon dont il salua la psychologue. Poli, respectueux, mais il y avait une rigidité qu'elle connaissait bien. C'était la posture que Gabriel adoptait quand il était mal à l'aise, quand il se protégeait. La docteure Marianne sourit, lui serra la main et fut conduite à l'intérieur de l'hôtel particulier. Les séances avaient lieu dans le bureau de Gabriel, toujours porte close. Laetitia n'avait pas accès à ce qui y était discuté, mais elle pouvait imaginer. Enfance, traumatisme, l'insomnie chronique, les cauchemars. Et probablement elle-même était le sujet des conversations. Après tout, il était impossible de parler du sommeil de Gabriel sans mentionner la personne qui dormait à ses côtés toutes les nuits. La première nuit après l'arrivée de la docteure Marianne, Gabriel était différent, plus calme, plus pensif. Laetitia lui demanda si tout allait bien. Il dit que oui, juste fatigué de la séance. La thérapie était épuisante, elle touchait à des choses qu'il préférait garder enfouies, mais il savait que c'était nécessaire. Il devait comprendre ce qui lui arrivait, pourquoi la présence de Laetitia fonctionnait quand rien d'autre n'avait fonctionné. Laetitia commença la lecture nocturne, mais Gabriel l'interrompit. Il lui demanda si cela la dérangerait, s'il posait quelques questions. La docteure Marianne lui avait suggéré d'enquêter davantage sur la dynamique entre eux, sur ce que Laetitia ressentait à l'égard de tout. Cela, Laetitia accepta, bien qu'elle fût tendue. Gabriel voulut savoir si elle trouvait étrange de dormir à côté de lui, si elle ressentait un quelconque inconfort, une gêne, une peur. Laetitia fut honnête. Elle dit qu'au début, oui, cela avait été très étrange, mais qu'avec le temps, elle s'y était habituée, qu'elle ne le voyait plus comme quelque chose d'invasif ou d'inapproprié. C'était juste une routine, une fonction. Il lui demanda si elle ressentait quelque chose pour lui, quelque chose au-delà du professionnel.
Laetitia hésita. La question était trop directe, trop inconfortable. Elle répondit avec prudence. Elle dit qu'elle se souciait de lui, comme elle se soucierait de toute personne qu'elle aiderait. Qu'elle ressentait de la satisfaction à le voir s'améliorer, à savoir qu'elle faisait une différence, mais qu'elle connaissait les limites, les frontières qui ne devaient pas être franchies. Gabriel sembla accepter la réponse, mais il y avait quelque chose dans son regard qui suggérait qu'il ne croyait pas complètement. Les semaines suivantes apportèrent un changement subtil, mais perceptible. La docteure Marianne devint une présence constante dans l'hôtel particulier. Elle arrivait toujours en milieu d'après-midi, restait des heures en séance avec Gabriel et avant de partir, demandait à parler, brièvement avec Laetitia. C'étaient des conversations apparemment informelles, des questions sur la routine, si Gabriel avait eu des épisodes nocturnes, s'il parlait des séances. Laetitia répondait poliment, mais elle sentait qu'elle était évaluée. Chaque mot était pesé, chaque expression analysée. La docteure Marianne avait une façon de poser des questions qui semblaient innocentes, mais qui en réalité cherchaient quelque chose de spécifique. Laetitia ne lui faisait pas confiance. Il y avait quelque chose de calculateur chez cette femme, quelque chose qui allait au-delà du professionnalisme. C'est au cours de l'une de ces conversations que la docteure Marianne laissa échapper son opinion. Elle dit qu'elle était préoccupée par le lien émotionnel qui se formait entre Gabriel et Laetitia, que la dépendance de Gabriel à son égard pourrait être préjudiciable à long terme, que Gabriel devait apprendre à dormir seul, à gérer ses traumatismes de manière indépendante, sans béquilles émotionnelles. Laetitia sentit l'accusation implicite. Elle était la béquille. Elle était le problème. La docteure Marianne continua, sur un ton qui se voulait gentil, mais qui sonnait condescendant. Elle dit qu'elle comprenait que Laetitia ne faisait que son travail, qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions, mais que parfois les meilleures intentions pouvaient causer des dommages, que Gabriel échangeait une prison contre une autre, et que ce n'était pas une guérison, c'était un transfert de dépendance. Laetitia ne répondit pas. Elle écouta simplement, avec la même expression sereine qu'elle gardait toujours. Mais à l'intérieur, quelque chose se révoltait. Qui était cette femme pour juger? Qui était-elle pour dire ce qui était le mieux pour Gabriel? Elle ne passait pas des nuits entières à ses côtés. Elle ne voyait pas la terreur dans ses yeux. Quand il se réveillait d'un cauchemar, elle ne sentait pas son corps trembler de peur et d'épuisement. Là, docteur Marianne ne voyait Gabriel que quelques heures par semaine, lors de séances contrôlées, artificielles. Laetitia vivait cette réalité tous les jours, mais elle ne dit rien de tout cela. Elle remercia simplement pour les observations et retourna dans sa propre chambre. Cette nuit-là, quand elle alla dormir à côté de Gabriel, il y avait une tension dans l'air. Il le remarqua. Il lui demanda si tout allait bien. Laetitia dit que oui, mais il ne fut pas convaincu. Il insista. Elle lui raconta finalement la conversation avec la docteure Marianne, ses préoccupations concernant le lien entre eux. Gabriel devint sérieux. Il dit que la docteure avait également mentionné cela lors des séances, qu'elle croyait que Gabriel créait une dépendance émotionnelle malsaine, qu'il devait se détacher, apprendre à être autonome. Gabriel dit qu'il comprenait son point de vue, que cela avait du sens d'un point de vue technique, mais qu'il y avait quelque chose que la docteure ne comprenait pas. Il y avait quelque chose d'unique dans la présence de Laetitia, quelque chose qui allait au-delà de la logique, de la science. Laetitia écouta en silence, sentant le poids de ses mots. Gabriel continua. Il dit que, pour la première fois de sa vie, il se sentait complet, entier. Ce n'était pas seulement le sommeil, c'était la sensation de ne plus être seul au monde, d'avoir quelqu'un qui le voyait vraiment, sans masque, sans prétention. Et il ne voulait pas y renoncer. Peu importe ce que la psychologue disait, mais Laetitia savait que les mots de la docteure Marianne avaient semé une graine de doute. Et de telles graines poussaient, même lorsque nous essayions de les ignorer. Elle-même commença à se poser des questions. Et si la psychologue avait raison? Et si elle faisait plus de mal que de bien? Et si Gabriel n'apprenait jamais à dormir seule parce qu'elle était là, servant de bouclier contre la réalité? Les nuits suivantes furent différentes. Laetitia se surprit à être plus distante, moins présente émotionnellement. Elle lisait de manière mécanique, sans la chaleur d'avant. Elle évitait de regarder Gabriel, évitait les conversations profondes. Il le percevait, mais ne savait pas quoi faire.
Il lui demandait s'il avait fait quelque chose de mal, si elle était fâchée. Laetitia niait, mais c'était un mensonge. Elle était confuse, perdue, ne sachant pas quel était le bon chemin. Ce fut Madame Amélie qui, sans le savoir, apporta de la clarté. Laetitia lui avait rendu visite un dimanche et, alors qu'elle prenait le café dans la petite cuisine de l'appartement, sa mère remarqua que quelque chose n'allait pas. Elle connaissait trop bien sa fille pour se laisser tromper. Elle lui demanda ce qui se passait. Laetitia, fatiguée de tout garder pour elle, raconta. Elle raconta Gabriel, son insomnie, le travail étrange de dormir à ses côtés, la psychologue qui disait qu'elle lui faisait du mal. Madame Amélie écouta tout sans interrompre. Quand Laetitia eut fini, sa mère lui prit la main et dit quelque chose de simple mais profond. Elle dit que toute sa vie, elle avait appris à Laetitia à prendre soin des autres, à être utile, à se mettre en second plan. Mais qu'il y avait une différence entre prendre soin et se perdre, que Laetitia devait se demander ce qu'elle voulait elle-même, ce qu'elle ressentait, indépendamment de ce qui était juste ou faux aux yeux des autres. Laetitia retourna à l'hôtel particulier cette nuit-là, avec la tête plus légère. La conversation avec sa mère l'avait aidée, mais il y avait encore des doutes. Et ces doutes s'intensifièrent lorsque, en entrant dans la chambre de Gabriel pour la routine nocturne, elle trouva la docteure Marianne assise dans un fauteuil, un bloc-notes à la main. Gabriel expliqua que la docteure avait demandé à observer une nuit pour mieux comprendre la dynamique entre eux. Laetitia se sentit envahie, exposée. C'était intime, privé. Ce n'était pas quelque chose à observer, à analyser, à juger. Mais que pouvait-elle dire? C'était son travail. C'était la psychologue qui faisait son travail. Laetitia accepta, bien que chaque fibre de son corps hurlât de refuser. La nuit fut horrible. Laetitia sentait le regard de la docteure Marianne sur elle, à chaque mouvement. Quand elle prenait le livre pour lire, quand elle ajustait l'oreiller, quand elle s'allongeait, tout était observé, noté, interprété. Gabriel était également mal à l'aise. Il ne parvint pas à se détendre, ne parvint pas à dormir. Il resta rigide toute la nuit, clairement conscient de la présence de la troisième personne dans la chambre. Quand le jour se leva, la docteure Marianne fit ses dernières notes et quitta la chambre sans rien dire. Laetitia et Gabriel restèrent là, épuisés, frustrés. Il s'excusa. Il dit qu'il n'avait pas imaginé que ce serait si intrusif, qu'il n'aurait pas dû accepter. Laetitia dit que tout allait bien, mais ce n'était pas le cas. Cette nuit avait brisé quelque chose. La confiance, la sécurité, l'intimité qu'ils avaient construite. Quelques jours plus tard, la docteure Marianne demanda une réunion. Étaient présents Gabriel, Henri et Laetitia. La psychologue fut directe. Elle dit que, après observation et analyse, sa recommandation professionnelle était que Laetitia se retire progressivement, que Gabriel devait apprendre à dormir seul, que sa présence empêchait le véritable processus de guérison, que ce qui se passait n'était pas sain, n'était pas durable. Gabriel protesta. Il dit qu'il dormait mieux que jamais, qu'il ne voyait aucun problème. La docteure fut ferme. Elle expliqua que le fait qu'il dorme mieux ne signifiait pas qu'il était guéri, qu'il ne faisait que transférer la dépendance qu'il avait de l'idée de ne jamais être seul à une personne réelle, et que si cette personne sortait de sa vie soudainement, l'effondrement serait encore pire. Laetitia écouta tout en silence. Une partie d'elle savait que la psychologue avait raison. Une autre partie se révoltait contre ces mots. Henri tenta de médiatiser, disant que peut-être il serait préférable de faire une réduction progressive, pas une coupure abrupte. La docteure accepta. Elle suggéra que Laetitia commence à passer quelques nuits dehors, laissant Gabriel essayer de dormir seul, qu'ils augmentent progressivement les intervalles jusqu'à ce qu'il soit complètement indépendant. Gabriel regarda Laetitia, cherchant une réaction. Elle garda son expression neutre, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Elle savait que cela allait arriver à un moment donné. Elle savait qu'elle ne pourrait pas rester là pour toujours. Mais l'entendre à voix haute, de manière si clinique, si définitive, faisait mal d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Cette nuit-là, quand ils allèrent dormir, le silence était pesant. Gabriel ne lui demanda pas de lire. Il se contenta de s'allonger et de regarder le plafond. Laetitia fit de même. Ils restèrent là, côte à côte, mais incroyablement distants, jusqu'à ce que Gabriel, la voix brisée, dise qu'il ne voulait pas qu'elle parte, qu'il savait que c'était égoïste, qu'il savait que la docteure avait probablement raison, mais qu'il n'était pas prêt à la perdre.
Laetitia se tourna vers lui. Pour la première fois, elle laissa tomber les barrières. Elle dit qu'elle ne voulait pas partir non plus, que ces mois avaient été les plus étranges, mais aussi les plus significatifs de sa vie, qu'elle avait trouvé là quelque chose qu'elle ne savait même pas chercher, mais que peut-être la docteure avait raison, peut-être qu'elle était égoïste de rester, de permettre à cette dépendance de continuer. Gabriel lui prit la main. Ce fut la première fois qu'ils se touchaient en dehors des moments de crise. Sa main était chaude, ferme. Il dit qu'il ne se souciait pas de ce qui était bien ou mal, que pour la première fois de sa vie, il ne se sentait pas brisé, ne se sentait pas seul, et que si c'était de la dépendance, alors il l'acceptait, parce que vivre sans elle, lui semblait pire que tout ce que la psychologue pouvait avertir. Laetitia ne sut quoi répondre. Il y avait une intensité dans ce moment qui l'effrayait, parce qu'elle savait ce que cela signifiait. Elle savait ce qui se passait entre eux. Ce n'était plus une question de travail, de sommeil, de thérapie. C'était une question de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus dangereux. Elle retira sa main doucement. Elle dit qu'il devait penser clairement, sans émotion, que les décisions prises au milieu de la nuit, dans le feu de l'action, étaient rarement les meilleures. Gabriel acquiesça, mais son regard disait autre chose. Il disait qu'il avait déjà pris sa décision, et que rien de ce que la psychologue ou quiconque dirait ne changerait cela. Les jours suivants furent tendus. La docteure Marianne intensifia les séances, allant même à l'hôtel particulier tous les jours. Gabriel devenait de plus en plus fermé, plus irritable. Henri commenta à Laetitia qu'il n'avait jamais vu son patron aussi rebelle, aussi résistant aux conseils. C'était comme si quelque chose en lui s'était éveillé, une force qui était endormie depuis des années. Laetitia, quant à elle, se repliait de plus en plus. Elle passait ses journées dans le jardin, à lire, à penser, à essayer de trouver des réponses. Elle rendit à nouveau visite à sa mère et, cette fois, posa la question qu'elle avait évitée. Elle demanda à Madame Amélie si elle se souvenait du garçon de l'hôtel particulier où elle avait travaillé, si elle se souvenait si Laetitia avait joué avec lui. Amélie fut surprise par la question. Elle dit que oui, que Laetitia passait des heures dans cette cuisine, jouant avec le fils des patrons pendant qu'elle travaillait, que les deux étaient inséparables, que le garçon était moins triste quand Laetitia était là, mais que tout avait changé après l'accident de ses parents. Amélie fut licenciée, avec presque tous les employés, et n'y retourna jamais. Laetitia lui demanda pourquoi elle ne lui avait jamais raconté cela auparavant. Amélie soupira. Elle dit que c'était des temps difficiles, qu'elle préférait ne pas revivre ses souvenirs, qu'après avoir quitté cette maison, la vie avait été dure pendant de nombreuses années, et que Laetitia était trop petite. Elle ne se souvenait de rien de toute façon. Cela n'avait pas de sens de ramener quelque chose qui était déjà enterré. Mais ce n'était pas enterré. C'était là, vivant, pulsant, les connectant de manière qu'aucun d'eux ne comprenait complètement. Laetitia retourna à l'hôtel particulier avec un poids sur la poitrine. Elle devait le dire à Gabriel. Elle devait révéler que ce n'était pas une rencontre aléatoire, qu'il y avait une histoire partagée, un passé qui expliquait, du moins en partie, pourquoi sa présence fonctionnait. Mais quand elle arriva, elle trouva l'hôtel particulier en ébullition. Henri était visiblement préoccupé. La docteure Marianne venait de sortir d'une séance particulièrement difficile avec Gabriel. Il avait explosé, crié, dit des choses qu'il gardait normalement pour lui. Il avait accusé la psychologue de tenter de détruire la seule bonne chose qu'il avait dans sa vie, de ne rien comprendre à lui, à ses traumatismes, à ce dont il avait besoin. La docteure Marianne était restée impassible. Elle dit que c'était attendu, que cela faisait partie du processus, que Gabriel était dans le déni, créant une fantaisie autour de Laetitia, la transformant en quelque chose qu'elle n'était pas, une sauveuse, une guérison magique, et que plus il résisterait à la réalité, plus la séparation éventuelle serait difficile. Laetitia monta dans sa chambre et resta là, assise sur le lit, ne sachant que faire. Elle était prise entre ce que la raison disait et ce que le cœur ressentait, entre ce qui était professionnellement correct et ce qui était humainement vrai. Et il n'y avait pas de réponse facile, pas de chemin clair, juste des choix difficiles et des conséquences incertaines. Laetitia prit la décision seule, sans consulter personne. Cette même nuit, après avoir discuté avec Henri des horaires de Gabriel,
elle ne se présenta tout simplement pas dans la chambre à l'heure habituelle. Elle resta enfermée dans sa propre chambre, assise sur le lit, écoutant les sons de l'hôtel particulier, attendant. Elle savait que Gabriel remarquerait, elle savait qu'il viendrait la chercher. Mais elle devait le faire. Elle devait tester si la docteure Marianne avait raison, si Gabriel parviendrait à dormir seul, si toute cette dépendance était réelle ou juste une béquille psychologique qui pouvait être retirée. Il était plus de 22 heures, puis plus de 23 heures. Laetitia entendait les pas de Gabriel dans les couloirs, la porte de sa chambre s'ouvrant et se fermant, le son étouffé de voix. Henri essayait probablement de le calmer, expliquant que Laetitia avait peut-être juste besoin de temps, qu'elle reviendrait. Mais elle ne revint pas. À 1 heure du matin, quelqu'un frappa à la porte. C'était Gabriel. Sa voix venait de l'autre côté, basse, contrôlée, mais chargée de quelque chose que Laetitia reconnaissait comme un désespoir contenu. Il lui demanda si elle allait bien, si quelque chose s'était passé. Laetitia répondit que tout allait bien, juste fatiguée, ayant besoin de dormir seule. Gabriel resta silencieux un long moment. Puis il dit qu'il comprenait, qu'il respectait, mais que s'il vous plaît, si elle avait besoin de quoi que ce soit, il suffisait d'appeler. Elle entendit ses pas s'éloigner dans le couloir. Laetitia ne dormit pas. Elle resta éveillée toute la nuit, regardant le plafond, imaginant Gabriel dans sa chambre, seul, essayant de dormir. Y parvenait-il? Sa présence était-elle vraiment aussi essentielle qu'il le disait? Ou était-ce juste psychologique, et maintenant qu'elle n'était pas là, il découvrirait qu'il était capable de dormir seul? Quand le soleil se leva, Laetitia se prépara et descendit à la cuisine. Constance préparait le café et la regarda avec une expression mêlant curiosité et inquiétude. Elle ne dit rien, mais Laetitia savait que toute la maison était au courant de la situation. Les hôtels, particuliers comme celui-ci, n'avaient pas de secret. Tout était observé, commenté, spéculé. Henri apparut peu après, avec de profondes cernes et une expression fatiguée. Il dit que Gabriel n'avait pas dormi 1 minute, qu'il avait passé la nuit entière éveillé, marchant dans sa chambre, regardant par la fenêtre, incapable de se détendre. Que le matin, il avait eu une forte crise d'anxiété, nécessitant des médicaments pour se calmer. Henri n'accusait pas Laetitia, mais il y avait une tristesse dans son regard, une sorte de résignation, comme s'il savait que tout s'effondrait et qu'il ne pouvait rien faire. Laetitia sentit la culpabilité lui serrer la poitrine, mais elle resta ferme. C'était nécessaire. Elle devait savoir si Gabriel parviendrait à survivre sans elle, elle devait savoir si c'était de la dépendance ou quelque chose de plus profond. Elle passa la journée à éviter de le rencontrer, restant dans le jardin, se promenant à l'arrière de la propriété. Quand la fin de l'après-midi arriva, elle vit par la fenêtre la docteure Marianne arriver pour une autre séance. La psychologue resta près de 3 heures avec Gabriel. Quand elle sortit, elle demanda à parler avec Laetitia. Elles s'assirent dans le salon, et la docteure, pour la première fois, parut moins clinique, plus humaine. Elle dit que Gabriel lui avait tout raconté, l'absence de Laetitia la nuit précédente, l'insomnie revenue en force, la terreur qu'il avait ressentie en étant seul à nouveau. La docteure Marianne soupira. Elle dit que, après mûre réflexion et après avoir observé la réaction de Gabriel, elle devait revoir son évaluation. Que oui, il y avait dépendance, mais que peut-être cette dépendance était nécessaire, du moins pour l'instant. Que forcer une séparation abrupte pourrait causer plus de dommages que de bénéfices. Que parfois la guérison ne venait pas de l'indépendance forcée, mais de connexions genuines qui permettaient à la personne de se sentir suffisamment en sécurité pour commencer à guérir. Laetitia écouta, surprise. La docteure continua. Elle dit qu'elle avait longuement discuté avec Gabriel de ce qu'il ressentait pour Laetitia, de ce que cette présence signifiait pour lui, et qu'il avait été brutalement honnête. Il avait admis que ce n'était pas seulement une question de sommeil. C'était une question d'avoir trouvé quelqu'un qui le voyait au-delà de la richesse, au-delà de son nom de famille, au-delà de l'image que le monde avait de lui. C'était une question d'avoir trouvé la paix chez une autre personne, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. La docteure Marianne regarda directement dans les yeux de Laetitia et lui demanda ce qu'elle ressentait. Laetitia hésita. Il était difficile de mettre des mots sur quelque chose qu'elle ne comprenait pas elle-même complètement. Mais elle essaya. Elle dit qu'elle se souciait de Gabriel, que les mois passés là avaient aussi changé quelque chose en elle.
qu'elle avait découvert qu'elle pouvait être importante pour quelqu'un, qu'elle pouvait faire une différence, qu'elle avait de la valeur au-delà du travail manuel qui avait toujours défini sa vie. La psychologue acquiesça, compréhensive. Elle dit que c'était profond, significatif, et que cela méritait d'être exploré, non nié. Mais que cela devait être fait avec soin, avec conscience, avec une honnêteté mutuelle. Qu'ils ne pouvaient pas continuer à faire semblant que ce n'était qu'un arrangement professionnel, alors que c'était clairement devenu quelque chose de plus. Cette nuit-là, Laetitia retourna dans la chambre de Gabriel. Il était assis sur le lit, avec l'expression épuisée de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Quand il la vit entrer, quelque chose sur son visage s'adoucit. Soulagement, gratitude, espoir. Laetitia s'assit à ses côtés et, pour la première fois, ce fut elle qui commença la conversation. Elle dit qu'ils devaient parler de tout, de ce qui se passait entre eux, de ce que cela signifiait. Gabriel acquiesça. Et puis, avec une vulnérabilité qui laissait Laetitia sans voix, il raconta son enfance. Comment, après le décès de ses parents, il était resté seul dans cet immense hôtel particulier pendant des jours. Les adultes étaient occupés par des affaires juridiques, des hôpitaux, des funérailles. Personne n'avait pensé au garçon de 6 ans enfermé dans une chambre, dans l'obscurité, appelant quelqu'un qui ne venait jamais. Il passa 3 nuits seul, terrorisé, sans comprendre ce qui se passait, pourquoi personne ne venait le chercher. Quand ils le trouvèrent enfin, il était en état de choc. Il ne parlait pas, ne mangeait pas, ne réagissait pas. Il fallut des mois de thérapie pour qu'il retrouve un fonctionnement minimal. Mais l'insomnie ne le quitta jamais. Chaque nuit, quand les lumières s'éteignaient, son corps se souvenait de cette terreur, l'obscurité, la solitude, l'abandon. Et peu importait le nombre d'années qui passaient, peu importait le nombre de thérapies qu'il suivait, cette peur était gravée dans son âme, jusqu'à ce que Laetitia apparaisse. D'une manière inexplicable, sa présence apaisait cette peur. Elle ne l'éliminait pas complètement, mais la rendait supportable. C'était comme si son corps reconnaissait, à un niveau profond et instinctif, qu'il n'était plus seul, qu'il y avait quelqu'un là, réel, présent, qui ne l'abandonnerait pas dans l'obscurité. Laetitia écouta tout avec le cœur serré. Et puis, elle sut que c'était le moment. Elle ne pouvait plus garder le secret. Elle raconta le journal intime qu'elle avait trouvé, les mentions de la fille de la cuisine. Elle raconta sa conversation avec sa mère, le fait d'avoir découvert qu'elle avait travaillé dans cet hôtel particulier, que Laetitia y avait passé une partie de son enfance jouant avec Gabriel. Gabriel resta paralysé. Il traitait l'information, essayant d'accéder à des souvenirs enfouis sous des couches de traumatisme. Laetitia vit le moment exact où quelque chose se déclencha. Ses yeux s'écarquillèrent, sa respiration s'accéléra. Il se leva du lit et se dirigea vers l'armoire, cherchant frénétiquement quelque chose. Il revint avec une vieille boîte, pleine de vieilles photographies. Il commença à montrer les photos à Laetitia. Elle enfant dans la cuisine avec un tablier trop grand. Elle et Gabriel assis par terre entourés de jouets. Elle riant, lui souriant timidement, à ses côtés. La mère de Laetitia en arrière-plan fredonnant en travaillant. C'étaient des souvenirs cristallisés, des preuves d'un passé dont aucun des deux ne se souvenait consciemment, mais qui était là, réel, indéniable. Gabriel se rassit, les mains tremblantes. Il dit qu'il avait toujours eu une étrange sensation à l'égard de Laetitia dès le premier jour, comme s'il la connaissait, comme s'il y avait quelque chose de familier en elle. Mais il n'avait jamais réussi à identifier ce que c'était. Maintenant, tout avait un sens. Elle n'était pas une étrangère. C'était la fille qui avait apporté de la lumière à son enfance solitaire. C'était la présence que, même inconsciemment, il avait cherchée toute sa vie. Laetitia était également émue. Elle regardait ses photos, et bien qu'elle n'eût pas de souvenir conscient, elle ressentait quelque chose. Une connexion qui transcendait la logique, qui était au-delà de la compréhension rationnelle. C'était comme si leurs âmes se reconnaissaient, même lorsque leurs esprits avaient oublié. Gabriel lui prit la main et dit qu'il comprenait maintenant pourquoi la docteure Marianne s'était inquiétée. Parce que ce n'était pas seulement une dépendance psychologique, c'était une retrouvaille. C'était le destin, ou le hasard, ou toute force mystérieuse qui régit l'univers, les ramenant l'un vers l'autre. Et il ne voulait pas lutter contre cela. Il ne voulait plus faire semblant que ce n'était que professionnel,
seulement thérapeutique. Il voulait de l'honnêteté. Il voulait la vérité. Laetitia sentit des larmes couler sur son visage. Elle n'était pas du genre à pleurer, elle ne l'avait jamais été, mais à ce moment-là, c'était impossible de se contenir. Gabriel pleurait aussi. Deux adultes, blessés par la vie de différentes manières, trouvant la guérison l'un dans l'autre. Ce n'était pas le genre d'histoire qui avait du sens sur le papier, ce n'était pas le genre de connexion que les livres de psychologie expliquaient. Mais c'était réel, c'était le leur. Ils ne dormirent pas cette nuit-là. Ils passèrent des heures à converser, à se remémorer des détails des photos, à essayer de reconstruire des souvenirs fragmentés. Gabriel montra le journal intime et Laetitia lut chaque mot écrit par sa version enfant, sentant son cœur se serrer à chaque mention d'elle. Il y avait une innocence dans ces pages, un amour pur d'enfant pour une amie qui illuminait ses jours. Quand le soleil commença à se lever, ils étaient toujours éveillés. Gabriel regarda Laetitia et dit qu'il ne savait pas comment la remercier. D'être revenu dans sa vie, d'avoir apporté la paix, d'avoir révélé ce passé partagé. Laetitia dit que ce n'était pas nécessaire de remercier, qu'elle était également reconnaissante, d'avoir trouvé un but, d'avoir découvert que son existence importait d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Les jours suivants furent différents. Il y avait une légèreté dans l'air de l'hôtel particulier qui n'existait pas auparavant. Gabriel souriait plus, conversait plus avec les employés, semblait plus présent. La docteure Marianne remarqua le changement et, lors d'une des séances, demanda à parler à Laetitia à nouveau. Cette fois, il n'y avait pas de jugement dans son regard, juste une curiosité professionnelle. Laetitia raconta leur passé partagé, les photos, la retrouvaille émotionnelle qu'ils avaient vécue. La docteure Marianne écouta attentivement et, à la fin, admit que cela changeait tout, qu'il y avait une base émotionnelle solide pour le lien entre eux, quelque chose qui allait au-delà de ce qu'elle avait initialement présumé. Elle dit qu'il y avait encore du travail à faire, des traumatismes à traiter, mais que peut-être Laetitia était exactement ce dont Gabriel avait besoin pour affronter ces traumatismes. Gabriel commença à apporter des changements dans sa vie. Il réembaucha des employés qu'il avait licenciés des années auparavant, humanisa la façon dont il dirigeait ses affaires, commença à s'impliquer dans des projets sociaux. Laetitia l'encourageait, suggérait des idées, assistait à des réunions quand il le demandait. Elle-même commença à étudier, s'inscrivit à un cours en ligne de gestion sociale, voulait apprendre à faire plus, à aider de manière plus structurée. Madame Amélie était visiblement mieux. Sa santé s'était stabilisée, les traitements fonctionnaient et elle était plus animée, plus pleine d'espoir. Quand Laetitia lui raconta Gabriel, la retrouvaille, ce qui se passait entre eux, Amélie pleura. Elle dit qu'elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial chez ce garçon, qu'il était différent des enfants riches qu'elle connaissait, qu'il avait un bon cœur, juste trop blessé par la vie. Amélie fit promettre à Laetitia d'être prudente, de ne pas se perdre dans cette histoire, de ne pas oublier qui elle était. Laetitia promit, mais au fond elle savait qu'il était déjà trop tard. Elle était déjà complètement impliquée, avait déjà donné son cœur à une situation qui était à la fois la chose la plus naturelle et la plus improbable du monde. Ce fut un samedi après-midi que Gabriel demanda à Laetitia de l'accompagner quelque part. Il ne dit pas où, il lui demanda juste de lui faire confiance. Ils quittèrent l'hôtel particulier dans une voiture simple, sans chauffeur, juste eux deux. Gabriel conduisit pendant près d'1 heure jusqu'à ce qu'ils arrivent à un cimetière isolé, tranquille, entouré de vieux arbres. Il se gara et la conduisit entre les tombes jusqu'à ce qu'il s'arrête devant 2 stèles de marbre blanc. Ses parents. Gabriel resta là, en silence, regardant les noms gravés dans la pierre. Laetitia resta à ses côtés, attendant. Finalement, Gabriel parla. Il dit qu'il n'était pas venu ici depuis des années, qu'il avait arrêté de visiter parce que c'était trop douloureux, parce que cela ramenait tous les mauvais souvenirs, tout l'abandon, toute la peur. Mais maintenant, il voulait leur présenter Laetitia. Il voulait qu'ils sachent, où qu'ils soient, qu'il avait trouvé la paix, que la fille qui jouait avec lui dans la cuisine était revenue, déjà adulte, et avait réalisé quelque chose qu'ils n'avaient jamais réussi à faire de leur vivant. Elle avait appris à Gabriel à dormir sans peur, à vivre sans terreur, à faire confiance à une autre personne. Laetitia sentit
Les larmes revenirent. Gabriel la tira près de lui, l'embrassant pour la première fois de manière consciente, intentionnelle. Ce n'était plus une étreinte de désespoir au milieu d'un cauchemar. C'était une étreinte de gratitude, de connexion, de quelque chose qui grandissait entre eux et dont aucun des deux ne savait encore comment nommer. Ils restèrent là longtemps, enlacés devant les stèles, deux survivants de vies difficiles, trouvant du réconfort l'un dans l'autre. Quand ils retournèrent finalement à la voiture, il y avait un sentiment de clôture, de cycle achevé. Gabriel avait affronté ses fantômes, était revenu à l'endroit qu'il évitait depuis des années. Et il avait fait cela parce que Laetitia était à ses côtés. Sur le chemin du retour, Gabriel fut honnête. Il dit qu'il savait que ce qu'il ressentait pour elle allait au-delà de la gratitude, au-delà de l'amitié, qu'il était tombé amoureux. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait prévu, ce n'était pas quelque chose qu'il contrôlait. C'est simplement arrivé. Et il avait besoin qu'elle le sache, parce qu'il ne voulait plus de mensonges, plus de masques entre eux. Laetitia écouta en silence, le cœur battant fort. Quand Gabriel eut fini de parler, elle répondit avec la même honnêteté. Elle dit qu'elle ressentait aussi quelque chose de profond pour lui, qu'elle avait essayé d'ignorer, avait essayé de rationaliser cela comme faisant partie du travail, mais que c'était impossible de le nier. Elle aussi était tombée amoureuse, mais il y avait de la peur. Peur que cela soit trop intense, trop rapide, trop fragile. Peur que, quand la nouveauté passerait, quand la réalité frapperait, tout s'écroulerait. Gabriel comprit. Il dit qu'il avait aussi peur, mais qu'il préférait risquer et se blesser plutôt que de vivre le reste de sa vie à se demander ce qui aurait pu être. Ils arrivèrent à l'hôtel particulier, alors que le soleil se couchait déjà. Henri les reçut avec un sourire discret, comme s'ils savaient quelque chose qu'eux-mêmes commençaient seulement à comprendre. Constance prépara un dîner spécial sans que personne ne le demande. L'hôtel particulier entier semblait célébrer quelque chose de silencieux, quelque chose qui était dans l'air, palpable mais non dit. Cette nuit-là, quand ils allèrent dans la chambre, tout était différent. Ce n'était plus un rituel thérapeutique, ce n'était plus une fonction professionnelle. C'étaient deux adultes qui se souciaient l'un de l'autre, choisissant d'être ensemble, choisissant de partager la vulnérabilité du sommeil. Gabriel lui demanda de lire, comme elle le faisait toujours. Laetitia prit un livre et commença, sa voix douce remplissant la chambre. Mais cette fois, quand Gabriel s'endormit, Laetitia dormit aussi. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé ce travail, elle parvint à se détendre complètement, se sentant en sécurité, se sentant chez elle. Et quand ils se réveillèrent, des heures plus tard, il faisait encore nuit. Gabriel la trouva éveillée, le regardant. Ils se sourirent, sans avoir besoin de mots. Les jours qui suivirent furent une période de découverte. Ils parlaient de tout, de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs projets d'avenir. Gabriel parlait de vouloir transformer son entreprise en quelque chose de plus humain, plus axé sur l'impact social. Laetitia parlait de vouloir travailler avec des personnes qui, comme elle, venaient de milieux difficiles et avaient besoin d'opportunités. La docteure Marianne poursuivait les séances, mais c'était désormais plus en tant que consultante qu'en tant que thérapeute. Elle aidait Gabriel à traiter ses traumatismes, à comprendre ses schémas, mais n'interférait pas dans sa relation avec Laetitia. Elle avait compris que c'était plus grand que sa capacité à contrôler ou à diriger. C'était quelque chose qui devait suivre son propre cours. Madame Amélie reçut une invitation à dîner à l'hôtel particulier. Ce fut un moment émouvant. Gabriel la traita avec un respect et une affection qui émurent la vieille dame. Ils parlèrent du passé, de l'époque où Amélie travaillait là, des moments heureux avant la tragédie. Amélie dit qu'elle avait toujours regretté d'être partie, d'avoir laissé ce garçon seul. Gabriel dit qu'il comprenait, que personne n'était en faute, que la vie se contentait d'arriver. À la fin de la soirée, Amélie appela Laetitia à part. Elle dit qu'elle approuvait, qu'elle voyait quelque chose de sincère entre elle et Gabriel, que ce n'était pas seulement de l'argent, pas seulement de la gratitude, c'était une véritable connexion. Mais elle avertit sa fille de ne pas se perdre, de ne pas oublier qui elle était. Laetitia promit qu'elle n'oublierait pas, qu'il était impossible d'oublier, avec sa mère toujours là pour lui rappeler d'où elle venait, ce qu'elle avait affronté pour en arriver là. Les semaines se transformèrent en mois, et la relation entre Gabriel et Laetitia s'approfondit. Mais ils affrontaient aussi des défis. Il y avait des moments où Gabriel avait de nouvelles crises,
des moments où le passé le rattrapait brutalement. Laetitia apprit à gérer cela, à être présente sans étouffer, à soutenir sans tout résoudre pour lui. Elle-même commença une thérapie, recommandée par la docteure Marianne. Elle avait besoin de traiter ses propres problèmes, de comprendre ses propres traumatismes. La vie de pauvreté, la responsabilité précoce, le sentiment de ne jamais être suffisante. Tout cela devait être travaillé pour qu'elle puisse être dans une relation d'égal à égal, non comme sauveuse ou dépendante, mais comme partenaire. Gabriel créa une fondation axée sur la santé mentale et les troubles du sommeil. Il embaucha des professionnels, ouvrit des centres de soins gratuits, finança des recherches. Laetitia devint directrice de projets sociaux, travaillant avec des quartiers défavorisés, offrant des opportunités d'emploi, d'éducation, de soutien. Ensemble, ils transformaient la douleur en but, le traumatisme en action. Mais il y avait encore une question sans réponse planant dans l'air. Qu'étaient-ils l'un pour l'autre? Amoureux? Partenaires? Compagnons? Les étiquettes semblaient insuffisantes pour décrire ce qu'ils avaient. C'était quelque chose d'unique, construit sur des bases improbables, mais solide d'une manière que peu de relations parvenaient à l'être. L'hiver arriva à Paris avec son imprévisibilité caractéristique. Des jours froids suivis d'après-midi chauds, des matins de brouillard dense qui couvraient toute la ville. Dans l'hôtel particulier, les cheminées étaient toujours allumées, remplissant les pièces d'une chaleur accueillante qui contrastait avec le temps extérieur. Laetitia et Gabriel avaient trouvé une routine qui fonctionnait, un équilibre délicat entre proximité et espace, entre soutien mutuel et indépendance. Mais tout n'était pas rose. Il y avait des jours difficiles, des jours où Gabriel se réveillait avec la sensation de sombrer, où les traumatismes revenaient en force et il lui fallait des heures pour se stabiliser. Dans ces moments-là, Laetitia apprit à ne pas essayer de réparer, à ne pas essayer de résoudre. Elle restait simplement présente, offrant un câlin quand il en avait besoin, le silence quand il le demandait, la conversation quand il la cherchait. La fondation que Gabriel avait créée se développait rapidement. 3 centres de soins fonctionnaient déjà dans différents quartiers de Paris, offrant un traitement gratuit aux personnes souffrant de troubles du sommeil, d'anxiété et de traumatisme. Des centaines de personnes étaient traitées chaque mois, beaucoup d'entre elles avec des histoires aussi difficiles que celles de Gabriel. Voir ces personnes trouver de l'aide, trouver de l'espoir, donnait un nouveau sens à sa vie. Laetitia réalisait un travail qu'elle n'aurait jamais cru capable de faire. Elle coordonnait des équipes, développait des projets, visitait des communautés, conversait avec des familles. Elle découvrit qu'elle avait une capacité naturelle à comprendre les gens, à voir ce dont ils avaient réellement besoin au-delà de ce qu'ils disaient. C'était comme si toute cette vie d'invisibilité avait aiguisé sa capacité d'observation, d'empathie, de connexion genuine. Madame Amélie était radieuse. Sa santé s'était tellement améliorée que les médecins furent surpris. Le traitement adéquat, l'alimentation équilibrée, le suivi constant, tout avait contribué. Mais Amélie disait que ce qui l'avait vraiment guérie, c'était de voir sa fille heureuse, de voir Laetitia sourire vraiment, vivre vraiment, être vraiment valorisée. C'était tout ce qu'une mère pouvait désirer. Ce fut un matin de juillet que quelque chose d'inattendu arriva. Gabriel reçut un appel d'un avocat l'informant que les anciens tuteurs qui s'étaient occupés de lui après la perte de ses parents essayaient de le contacter. C'étaient des cousins éloignés de ses parents qui avaient assumé la responsabilité légale quand il était enfant, mais qui n'avaient jamais été présents émotionnellement. Ils s'étaient occupés des aspects pratiques, de l'héritage, des affaires, mais avaient complètement échoué à prendre soin du garçon traumatisé. Gabriel ne leur avait pas parlé depuis des années. Il s'était éloigné dès qu'il avait eu 18 ans et avait pris le contrôle de sa propre vie. Mais maintenant, il voulait le rencontrer, disait avoir quelque chose d'important à lui dire. Gabriel était réticent. Laetitia lui demanda ce qu'il voulait faire. Il dit qu'il ne savait pas, qu'une partie de lui voulait simplement ignorer, mais une autre partie sentait qu'il était peut-être important d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Laetitia suggéra qu'il fixe le rendez-vous, mais qu'elle serait là s'il le souhaitait. Gabriel accepta. 2 jours. Plus tard, un couple d'âge moyen arriva à l'hôtel particulier. Il semblait mal à l'aise, comme s'il marchait en terrain étranger. Gabriel les reçut dans le salon avec Laetitia à ses côtés.
Henri servit le café et se retira discrètement. Le silence était gênant. Finalement, la femme, Béatrice, commença à parler. Elle dit qu'ils étaient revenus pour s'excuser, qu'ils avaient lamentablement échoué avec Gabriel, qu'ils avaient été froids, distants, concentrés uniquement sur les aspects légaux et financiers, tout en ignorant complètement sa souffrance émotionnelle, qu'ils portaient cette culpabilité depuis des années et qu'ils avaient besoin qu'il sache qu'ils regrettaient profondément. L'homme, Robert, continua. Il dit qu'à l'époque, ils étaient jeunes, effrayés, ne sachant pas comment gérer un enfant traumatisé, qu'ils avaient perdu leur propre cousin, qu'ils géraient le deuil, les pressions familiales, la responsabilité soudaine de s'occuper d'un garçon qu'ils connaissaient à peine, mais que cela ne justifiait pas, n'excusait pas l'abandon émotionnel que Gabriel avait subi. Gabriel écouta tout en silence, la mâchoire tendue, les mains serrées. Laetitia lui tint une main, lui apportant un soutien silencieux. Quand les tuteurs eurent fini, Gabriel resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix contrôlée mais chargée d'émotion, il parla des 3 jours qu'il avait passés seul après la perte de ses parents, de la peur, de la confusion, de l'abandon, de la façon dont cela avait marqué toute sa vie, avait créé des traumatismes qu'il luttait encore pour surmonter. Béatrice commença à pleurer. Robert baissa la tête, visiblement bouleversé. Gabriel continua. Il dit que pendant des années, il avait ressenti de la colère envers eux, un ressentiment profond, mais que récemment, il avait appris quelque chose d'important, que garder la colère ne faisait que prolonger la souffrance, que le pardon était plus pour celui qui pardonnait que pour celui qui était pardonné, et qu'il choisissait de pardonner non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'il méritait la paix. Les tuteurs furent visiblement émus. Béatrice dit qu'il n'attendait pas de pardon, il voulait juste que Gabriel connaisse la vérité, qu'ils avaient commis une erreur profondément et qu'ils vivaient avec cela tous les jours. Robert dit qu'ils avaient appris le travail incroyable que Gabriel faisait avec la Fondation, aidant les personnes traumatisées, et que cela montrait sa force, sa capacité à transformer la douleur en quelque chose de positif. La rencontre se termina de manière plus légère qu'elle n'avait commencé. Ce n'était pas une réconciliation complète, pas un oubli du passé, mais c'était un pas vers la clôture, l'acceptation, la possibilité d'aller de l'avant sans le poids du ressentiment. Quand les tuteurs partirent, Gabriel s'effondra sur le canapé, épuisé émotionnellement. Laetitia s'assit à ses côtés, simplement présente. Gabriel la regarda et dit qu'il n'aurait pas pu faire cela seul, que sa présence lui donnait une force qu'il ne savait pas posséder. Laetitia sourit. Elle dit qu'il avait toujours eu cette force. Il avait juste besoin de quelqu'un pour le lui rappeler. Ils restèrent là, enlacés, tandis que le soleil de l'après-midi entrait par les larges fenêtres. Cette nuit-là, Gabriel fit un rêve différent. Ce n'était pas un cauchemar, pas de terreur ni d'abandon. C'était un souvenir réel, transformé en rêve. Lui, enfant, jouant dans la cuisine avec une fille aux cheveux foncés et au large sourire. Les deux riant, construisant des tours avec des blocs de bois, mangeant des biscuits tout juste sortis du four. La mère de la fille en arrière-plan, fredonnant en travaillant. C'était la paix, c'était la sécurité, c'était la joie pure. Quand il se réveilla, Laetitia était éveillée, le regardant. Gabriel raconta le rêve, la voix chargée d'émotion. C'était la première fois qu'il rêvait de quelque chose de bon lié à son enfance. Pour la première fois, le souvenir n'était pas accompagné de douleur, mais de gratitude. Gratitude d'avoir eu ces moments, même brefs, même interrompus par la tragédie. Les mois suivants apportèrent des changements significatifs. Gabriel décida de vendre une partie des entreprises qu'il avait héritées et qui n'avaient pas de sens pour lui. Il ne garda que ce qui importait vraiment, ce qui lui permettait de bien vivre, mais sans la pression constante de gérer un empire. Il utilisa l'argent de la vente pour étendre la fondation, créer davantage de centres, financer plus de recherches, aider plus de personnes. Laetitia s'inscrivit à la faculté de psychologie. Elle voulait mieux comprendre les processus mentaux, voulait avoir des outils plus solides pour le travail qu'elle faisait. Gabriel la soutint entièrement, proposa de payer ses études, mais Laetitia insista pour utiliser son propre salaire. Elle voulait conserver une certaine indépendance financière, voulait savoir qu'elle construisait quelque chose par son propre mérite. La relation entre eux restait intense, mais elle mûrissait aussi. Ils apprirent à se disputer sainement, à être en désaccord sans se blesser,
à se donner de l'espace, quand nécessaire. Ils n'étaient pas parfaits, loin de là, mais ils étaient honnêtes, ils étaient présents, ils étaient engagés l'un envers l'autre de manière qui dépassait le romantique. Madame Amélie déménagea dans un appartement plus grand, plus confortable, toujours avec les frais couverts par Gabriel, mais elle tenait à conserver son indépendance. Elle recevait des visites régulières de Laetitia et Gabriel, et adorait quand les deux apparaissaient ensemble, apportant des cadeaux, racontant des histoires, remplissant la maison de vie. Ce fut un dimanche tranquille, lors d'un déjeuner chez Amélie, que la dame fit une révélation. Elle dit qu'elle devait raconter quelque chose qu'elle avait gardé pendant des années. Après la tragédie des parents de Gabriel, lorsqu'elle fut licenciée de l'hôtel particulier, les avocats de la famille la contactèrent. Ils lui offrirent de l'argent, beaucoup d'argent, pour qu'elle signe un accord de confidentialité. Elle ne pourrait pas parler du temps qu'elle avait passé à travailler là-bas, du garçon, de rien de lié à la famille. Amélie avait accepté. Elle avait besoin d'argent. Elle était désespérée, avec une petite fille à élever seule. Mais elle s'était toujours sentie coupable d'avoir laissé ce garçon, d'avoir accepté d'être réduite au silence, de ne pas s'être battue davantage. C'est pourquoi elle n'avait jamais raconté à Laetitia cette période, n'avait jamais mentionné l'hôtel particulier, le travail, le garçon solitaire. C'était un secret qu'elle portait avec honte. Laetitia et Gabriel écoutèrent en silence. Quand Amélie eut fini, les yeux pleins de larmes, Gabriel se leva et l'embrassa. Il dit qu'elle n'avait rien à se reprocher, qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire pour survivre, pour s'occuper de sa fille, qu'il ne la jugeait pas, ne la blâmait pas. Il ne ressentait que de la gratitude pour qu'elle ait apporté de la lumière à ces jours sombres de son enfance. Amélie pleura dans les bras de Gabriel, libérant des années de culpabilité, de regrets, de douleurs refoulées. Laetitia pleurait aussi, voyant sa mère enfin se libérer de ce poids. C'était un moment de guérison collective, de 3 personnes qui avaient été blessées par la vie de différentes manières, trouvant du réconfort les unes dans les autres. Quand ils rentrèrent à l'hôtel particulier cette nuit-là, il y avait un sentiment de plénitude dans l'air, comme si toutes les pièces d'un puzzle complexe s'étaient enfin assemblées. Gabriel et Laetitia marchèrent dans le jardin, main dans la main, dans un silence contemplatif. Les étoiles brillaient au-dessus, rares à voir à Paris, mais cette nuit-là, elles étaient là, témoins silencieux de tout ce qui s'était passé. Gabriel s'arrêta et se tourna vers Laetitia. Il dit qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. Laetitia sentit son cœur s'accélérer, ne sachant à quoi s'attendre. Gabriel prit une profonde inspiration et commença. Il dit que ces derniers mois, il avait beaucoup réfléchi à ce qu'ils avaient, à ce que cela signifiait, et qu'il était arrivé à une conclusion. Il ne voulait pas que Laetitia continue d'être son employée. Il ne voulait pas que cette dynamique d'employeur et d'employé contamine ce qu'ils étaient réellement. Il voulait qu'elle soit sa partenaire, dans tous les sens du terme. Partenaire de vie, partenaire de but, partenaire d'avenir. Si elle le voulait, bien sûr, si elle ressentait la même chose. Laetitia resta silencieuse, traitant l'information. Gabriel continua, nerveux. Il dit qu'il savait que leur histoire était étrange, improbable, difficile à expliquer à quiconque, mais qu'il s'en fichait, que ce qui importait, c'était ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils construisaient ensemble tous les jours, qu'il voulait se réveiller à ses côtés, non pas parce qu'il en avait besoin pour dormir, mais parce qu'il ne pouvait pas imaginer se réveiller à côté de quelqu'un d'autre. Laetitia sourit, les yeux brillants de larmes. Elle dit qu'elle ressentait la même chose, qu'elle avait peur, bien sûr, peur que cela soit trop beau pour être vrai, peur de se réveiller un jour et de découvrir que tout n'avait été qu'un rêve, mais qu'elle était prête à prendre le risque. Parce que vivre dans la peur, c'était ne pas vivre, et elle avait passé trop de temps à simplement survivre. Maintenant, elle voulait vivre vraiment. Gabriel la serra dans une étreinte. Ils restèrent là, au milieu du jardin sous les étoiles, scellant une promesse silencieuse de rester ensemble, d'affronter ce qui viendrait, de construire quelque chose de solide sur les ruines de 2 passés difficiles. Les préparatifs pour le changement de statut de Laetitia furent rapides. Henri s'occupa de toute la partie bureaucratique, mettant fin au contrat de travail, ajustant les documents. Laetitia n'était officiellement plus employée. Elle était résidente de l'hôtel particulier, partenaire de Gabriel dans tous les projets de la fondation. Certains employés plus anciens furent surpris au début,
mais s'habituèrent rapidement. Constance, en particulier, fut visiblement heureuse, disant qu'elle avait toujours su que cela allait arriver. La docteure Marianne donna son congé à Gabriel après près d'1 an de travail. Elle dit qu'il avait fait des progrès extraordinaires, qu'il avait affronté des traumatismes profonds et en était ressorti plus fort, plus intégré, plus sain. Elle recommanda tout de même un suivi occasionnel, mais plus les séances intensives. Gabriel était guéri, non pas dans le sens d'être parfait, mais dans le sens d'avoir appris à vivre avec ses blessures de manière fonctionnelle. Laetitia continua également sa thérapie, travaillant ses propres problèmes, apprenant à s'apprécier, à reconnaître son propre mérite. Sa thérapeute commenta qu'il était rare de voir quelqu'un avec une si grande capacité de croissance, de transformation. Laetitia était sortie de l'invisibilité, avait trouvé une voie, un but, une identité propre, et elle ne faisait que commencer. Ce fut une nuit spéciale, exactement 1 an après cette première nuit où Laetitia avait dormi à côté de Gabriel, qu'il fit une proposition. Ce n'était pas un mariage, pas encore. C'était quelque chose de symbolique, de personnel. Il voulait faire une cérémonie privée, juste eux deux, en présence des cendres de ses parents, symbolisant la clôture définitive d'un cycle et le début d'un autre. Laetitia accepta. Le samedi suivant, ils retournèrent au cimetière. Cette fois, ils apportèrent des fleurs, des bougies, une lettre que Gabriel avait écrite à ses parents. Il lut la lettre à voix haute, les remerciant pour tout ce qu'ils lui avaient donné de leur vivant, pardonnant les circonstances de la perte, présentant formellement Laetitia comme la femme qui avait tout changé. Il dit que pendant des années, il avait eu l'impression d'avoir déçu ses parents, de ne pas avoir été assez fort pour surmonter le traumatisme, d'avoir gâché l'héritage émotionnel qu'ils avaient essayé de laisser. Mais maintenant, il comprenait que ce n'était pas de la faiblesse, c'était juste de l'humanité. Qu'être blessé ne signifiait pas être brisé, et que Laetitia lui avait montré cela, non pas avec des mots, mais simplement en existant, en étant qui elle était. Quand il eut fini, Laetitia parla aussi. Elle remercia les parents de Gabriel d'avoir élevé un homme bon, capable de bonté malgré la douleur. Elle promit de prendre soin de lui, non pas dans le sens de le protéger de toute souffrance, mais dans le sens d'être présente, d'être partenaire, de partager les poids de la vie. Ils allumèrent les bougies, déposèrent les fleurs et restèrent là en silence pendant un long moment. Quand ils se levèrent enfin pour partir, il y avait une sensation de légèreté, de mission accomplie. Gabriel regarda une dernière fois en arrière et murmura un adieu silencieux. Ce n'était pas un adieu de séparation, mais de gratitude, de reconnaissance, de paix. Cette nuit-là, quand ils se couchèrent, Gabriel dormit profondément, sans rêve, sans cauchemar, sans terreur. Juste un sommeil réparateur, vrai, complet. Et quand il se réveilla le matin, Laetitia était là, comme toujours, mais maintenant non pas par obligation, non pas par fonction, juste par choix. Un choix quotidien d'être présente, de partager la vie, de construire l'avenir. Les mois qui suivirent furent ceux de la consolidation. La fondation continuait de croître, aidant de plus en plus de personnes. Laetitia était devenue une référence en travail social. Elle était invitée à des conférences, à des consultations, pour enseigner ce qu'elle avait appris sur le terrain. Gabriel était plus léger, plus présent dans les affaires, prenant des décisions avec une clarté qu'il n'avait pas auparavant. Madame Amélie célébra son 65e anniversaire avec une grande fête organisée par Laetitia et Gabriel. Étaient au présent des voisins, de vieux amis, des employés de l'hôtel particulier, des personnes qu'Amélie avait aidées tout au long de sa vie. C'était une célébration de survie, de résilience, d'être arrivée là malgré tout. Et Amélie était radieuse, entourée de personnes qu'elle aimait, voyant sa fille heureuse, épanouie. Gabriel fit un discours ému, remerciant Amélie d'avoir élevé une fille aussi extraordinaire, d'avoir enseigné les valeurs de bonté, d'empathie, de force silencieuse. Il dit que s'il y avait quelque chose qu'il avait appris cette dernière année, c'était que la famille n'était pas seulement le sang, c'était le choix, c'était la présence, c'était l'amour en action. Et qu'Amélie était sa famille maintenant, non par obligation mais par choix conscient. Amélie pleura, serra Gabriel dans ses bras, lui murmura quelque chose à l'oreille que personne d'autre n'entendit. Mais au sourire sur son visage, c'était quelque chose de bon, quelque chose d'approbation, de bénédiction maternelle.
Laetitia observait tout avec le cœur plein, voyant les deux piliers de sa vie se connecter, se soutenir, formant une base solide. L'année se termina avec des changements significatifs. Gabriel vendit l'hôtel particulier. Il était beau, imposant, mais il portait trop de souvenirs pesants. Il acheta une maison plus petite, plus accueillante, dans un quartier tranquille, avec un grand jardin et de l'espace pour que Madame Amélie puisse avoir une petite chambre quand elle voulait visiter. Laetitia décora la maison avec l'aide de Constance, qui tint à continuer à travailler avec eux, maintenant dans une dynamique plus familiale que professionnelle. Le déménagement fut symbolique. C'était laisser derrière le passé de solitude, d'isolement, de douleur. C'était embrasser un avenir de connexion, de communauté, de vie partagée. Gabriel fit don de l'hôtel particulier à la Fondation, qui transforma l'espace en un centre résidentiel pour les personnes en traitement intensif de traumatisme. C'était une façon de redonner un sens à ce lieu, de transformer de mauvais souvenirs en possibilités de guérison pour d'autres. Le premier jour dans la nouvelle maison, Gabriel et Laetitia s'assirent par terre dans le salon vide, entourés de cartons, fatigués du déménagement. Ils se regardèrent et rirent. C'était étrange, surréaliste, de penser à tout ce qui s'était passé pour les amener là. Une annonce de journal, une nuit étrange, une présence silencieuse, une retrouvaille improbable. Gabriel dit que si quelqu'un lui avait raconté cette histoire 1 an auparavant, il n'y aurait pas cru. Laetitia acquiesça. Elle dit que la vie avait une étrange façon de nous surprendre, de nous emmener dans des endroits que nous n'aurions jamais imaginés, de nous connecter avec des personnes qui, apparemment par hasard, étaient exactement ce dont nous avions besoin. Cette nuit-là, la première dans la nouvelle maison, ils dormirent par terre, sur des matelas improvisés avec de simples couvertures, sans luxe, sans faste. Et ce fut l'une des meilleures nuits de sommeil qu'ils aient jamais eues. Parce que ce n'était pas une question de lieu, ce n'était pas une question de conditions extérieures. C'était une question d'être ensemble, d'avoir trouvé la paix l'un dans l'autre, d'avoir construit quelque chose de réel au milieu de tant d'improbabilités. Les mois suivants apportèrent la stabilité. La routine s'établit, le travail s'écoula, la vie se déroula dans sa merveilleuse normalité. Il y avait des hauts et des bas, bien sûr, des jours difficiles et des jours faciles, des discussions et des réconciliations. Mais il y avait un engagement, il y avait une présence, il y avait un amour qui grandissait silencieusement à travers chaque geste, chaque mot, chaque moment partagé. Gabriel n'avait plus d'insomnie. Il dormait bien toutes les nuits, se réveillait reposé, fonctionnel. Mais plus important encore, il avait appris à vivre éveillé, à être présent, à profiter de chaque instant, à ne pas laisser la peur de demain voler la joie d'aujourd'hui. Laetitia lui avait enseigné cela, non pas avec des mots, mais par l'exemple, par une présence constante, par un amour silencieux et fort. Et Laetitia, qui avait passé toute sa vie à être invisible, avait trouvé non seulement de la visibilité, mais aussi sa propre valeur. Elle avait découvert qu'elle n'avait pas besoin de la validation des autres pour savoir qui elle était, qu'elle n'avait pas besoin d'être extraordinaire pour mériter l'amour, que son existence avait un poids, un sens, une importance. Ensemble, ils avaient transformé une prémisse absurde en une histoire d'amour improbable. Ils avaient pris la douleur et l'avaient transformée en but. Ils avaient pris la solitude et l'avaient transformée en connexion. Ils avaient pris 2 passés brisés et avaient construit un avenir solide, beau, réel. Et cette même nuit, des années après cette première nuit étrange où une femme désespérée avait accepté de dormir à côté d'un inconnu juste pour de l'argent, ils se couchèrent ensemble, non par obligation, non par nécessité, non par peur, juste par choix. Le choix quotidien, conscient, délibéré, d'être l'un à côté de l'autre, de partager la vulnérabilité du sommeil, de se réveiller ensemble pour un nouveau jour de vie construit en partenariat. Gabriel embrassa le front de Laetitia et murmura qu'il l'aimait. Elle sourit et lui murmura en retour. Et puis, enlacés, en paix, entiers, aimés, enfin complets, ils s'endormirent, ensemble, comme cela aurait toujours dû être, comme cela serait toujours pour tous les jours à venir. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Laetitia et Gabriel vous a touché le cœur. Si vous avez été émus par ce voyage de retrouvailles, de guérison et d'amour improbable, laissez votre
Like, abonnez-vous à la chaîne et racontez-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui montrent comment il est possible de trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. Nous vous attendons pour le prochain épisode avec une nouvelle histoire qui touchera vos émotions.